Bonjour à tous, vous écoutez donc à nouveau De Tout et de Rien, l'émission hebdomadaire qui vous parle bien évidemment de tout, mais surtout de rien. Aujourd'hui, nous avons deux invités fantastiques. J'ai Raphaël. Comment ça va, Raph? Écoute, ça va, c'est une bonne journée qui commence, il fait beau, Oh. le vent souffle sur les herbes et puis nous t'avons en animateur, donc que demander de mieux? Eh ben, je ne sais pas quoi demander de plus. Peut-être une autre personne formidable comme Maxime. Comment ça va, Max? Ça va et toi? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien pour quelqu'un qui est relativement fatigué, mais ne vous inquiétez pas, je garde mon surplus d'énergie pour vous animer une émission qui sera du tonnerre de Dieu. Car aujourd'hui nous ne sommes donc que trois, ce qui fait que généralement quand on n'est que trois, je fais également une chronique. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, on est avec deux grands fans d'un pays qui s'appelle La Chine. Le Koweït. un peu d'entre non, le Japon, bordel de merde. Et le Japon, je l'ai dit, Le bordel Japon, de fion. on est avec deux oufs du Japon, Raph, Max. Alors normalement, il devait y avoir Mika en plus. Donc vraiment, tous nos chroniqueurs La Dream Team Kawaii. spécial Japon auraient dû être présents aujourd'hui. Mais Mika a eu un empêchement, petit déménagement. Parfois, ça arrive dans la vie. Mais ne vous inquiétez pas parce que nous, on est là pour vous donner du fun et encore du fun. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par quelque chose d'un petit peu plus historique avant de rentrer un peu plus dans des détails plus contemporains avec Maxime tout à l'heure. Donc on commence avec Raph. Effectivement, écoute, j'ai pensé au vu de tes chroniqueurs pour cette émission que un sujet sur le Japon serait bien, mais en même temps joindre un petit peu à l'historique, autrement dit de mes passions, serait aussi pas mal. Donc j'ai farfouillé un petit peu des sujets sur ce qui me plaisait particulièrement sur le Japon et notamment le Japon ancien, parce que c'est vrai que depuis le début de nos podcasts ensemble, on a quand même pas mal parlé de pop culture, avec des exemples de manga, on a parlé de Berserk juste avant, de Beck, voire même de jeux vidéo. On en était plutôt resté sur le Japon moderne. Pourtant, il y a une autre période quand on parle du Japon qui est très célèbre, c'est celle du Japon médiéval, et tout particulièrement la fin de la période en question, qui ouvre sur une période plutôt contemporaine. Ce siècle en question, c'est le plus important d'ailleurs, c'est celui du XVIe siècle. Alors, si il s'agit du siècle le plus violent, mais aussi le plus décisif du Japon, à cette époque, il faut quand même remettre un peu de contexte, le pays en soi est morcelé. Les guerres intestines parsèment le territoire, et tout indique que ces querelles sont faites pour durer. Pourtant, en 1560, on voit arriver un homme qui est assez célèbre, son nom est assez célèbre, je vais vous en parler d'ailleurs de trois grands noms du Japon, et pour les personnes qui jouent notamment à des jeux vidéo, et notamment à Shogun Total War, vous ne serez pas perdus. Le premier de ces trois réunificateurs du Japon, c'est Oda Nobunaga. Il s'agit d'un petit chef, d'un fief parmi tant d'autres d'ailleurs, qui commence la conquête de ses voisins, et avec réussite. De victoire en victoire, les frontières commencent peu à peu à disparaître. Toutefois, la mort précipitée de cet homme, d'Oda Nobunaga, a eu lieu en 1582, et oui, il était en pleine campagne militaire, il décida de se reposer dans son territoire à Kyoto, près d'un temple avec très peu d'hommes, puisqu'il était normalement en territoire ami, mais il est trahi par l'un de ses lieutenants, qui le force à commettre le seppuku, autrement dit harakiri, se suicider avec honneur en 1582, autrement dit, ça met fin au projet de réunification du Japon, qui ne sera pour l'instant pas encore réunifié. Donc je m'arrête là en ce qui concerne l'histoire du Japon à la fin du XVIe siècle, car 2 ans plus tard, donc en 1584, dans le village de Miyamoto, situé dans une province qui s'appelle le Mimasaka, dans le centre de l'île principale, Honshu, centre-ouest, naît un personnage. C'est celui de la chronique qui nous intéresse, qui s'appelle, pour son nom d'enfant en tout cas, Takezo Shinmen. Alors cette histoire incroyable, elle commence de manière très modeste, parce qu'il est question d'un simple fils de samouraï qui n'est pas encore connu par son nom célèbre, mais sous son nom d'enfant. Son prénom Takezo, son nom Shinmen, celui de son père d'ailleurs, Munisai Shinmen, qui était un samouraï, mais qui a décidé de renier ses liens avec son seigneur et donc de s'implanter dans un petit village qui s'appelle Miyamoto afin d'élever son fils.
Et oui, parce qu'on sait très peu de choses de l'enfance de cet enfant. Sa mère meurt vraisemblablement en lui donnant naissance. Et pour le reste, à vrai dire, ça tient plutôt de la légende, plus que de l'histoire. Parce que on parle d'un enfant qui naît et qui est assez prétentieux, assez arrogant. Par exemple, on a, selon la légende, à 7 ans, il aurait eu une moquerie envers son père, pourtant fin escrimeur. Il l'aurait fait perdre patience, et je cite, « Ce jour-là, Munisai, donc son père, était occupé à se tailler un cure-dent, et lassé des moqueries de son rejeton, il perdit son sang-froid et lança son couteau en direction de son fils, qui esquiva l'arme de la tête. Encore plus furieux, Munisai aurait lancé sa lame, mais Musashi sut l'éviter à nouveau. Hors de lui, son père l'aurait chassé de son foyer, ce qui contraignit Takezo à passer son enfance sous la tutelle de son oncle, un moine et propriétaire d'un monastère non loin de là, dans une petite bourgade qui s'appelle Hirafuku, à quelques heures du village de Miyamoto. Pourtant, quand on parle de son enfance, eh bien, il se passe d'autres choses, parce que le monde ne s'arrête pas, le monde est vaste, et l'histoire du Japon ne s'arrête point durant sa jeunesse. Si on reprend notre petit interlude, on a dit que Oda Nobunaga était mort, et s'ensuit alors un autre personnage, un de ses généraux, qui va suivre son rêve. Il s'appelle Hideyoshi Toyotomi. Alors après 10 ans de conquête, il arrive finalement à réunifier en grande partie le Japon. Le problème, c'est que l'arrêt des guerres de voisinage pose vraiment une question fondamentale. Les samouraïs ne touchent plus de butin, ce qui veut dire que ces derniers ne servent plus à grand chose. Alors, ce dernier, Toyotomi Hideyoshi, va décider une campagne contre la Corée. Ça paraît être une bonne idée, effectivement, car on pourrait unifier le pays et satisfaire les envies de richesse des samouraïs. Seulement, 2 campagnes plus tard sont lancées, une en 1592 et une autre en 1596. La première se termine par une trêve, la seconde par une défaite japonaise. Alors une 3e campagne est envisagée, mais elle n'aura pas lieu parce qu'en 1598, Hideyoshi Toyotomi meurt à son tour, laissant pour seul héritier un fils. Et le pays est en grande partie unifié certes, mais se retrouve avec un problème de taille, la difficile succession d'un enfant de 5 ans censé continuer le travail de son père. Entre-temps, si on retourne auprès de notre personnage, en cette même année 1598, eh bien notre Takezo Shinmen a désormais presque 14 ans. Son oncle, ce moine, lui a appris de nombreuses choses, notamment l'écriture, la lecture et la méditation. Pourtant, eh bien, l'appel aux armes, le combat, reste dans son sang, dans ses veines, et sans doute d'ailleurs lié aux entraînements rudes infligés par son père. Il continue à s'entraîner nuit et jour, notamment derrière le temple où l'on aperçoit quelques pins. Il va donner des coups sur ces pins qui, au fur et à mesure de sa jeunesse, vont prendre de plus en plus de coups et porter des traces, des cicatrices de ses assauts avec son sabre en bois qui va petit à petit de plus en plus utiliser sa force. Un jour d'ailleurs, à l'âge un peu avant de 14 ans, il a toujours 13 ans, un samouraï aguerri, mais passablement arrogant, itinérant, vient au village de Miyamoto. Il s'appelle Arima Kihei et lance un défi. Voilà, quiconque voudra bien croiser le fer avec lui sera le bienvenu, et sur la place du village, il y aura un duel, et bien entendu duel à mort, et comme ceci, il va pouvoir montrer ses talents d'escrime. Alors, sans nul deux, Takezo relève le défi. Arima, dès qu'il le vit, le toise sur son âge, et pensant qu'il n'a d'ailleurs aucune chance, se moque de lui ouvertement devant tout le village. C'est alors que Takezo sortit son boken, on dit une petite arme en bois, normalement d'entraînement, frappa un coup sur son adversaire, un coup, justement à la jugulaire au cou, ce qui le fait défaillir un petit peu, et une deuxième fois violemment sur le front. Arima Kihei était mort sur le coup. Takezo vient alors de remporter son premier duel au sabre. Peu après cet événement, celui-ci décide de partir de Miyamoto vers l'âge de 15 ans, espérant rentrer au service de l'un des puissants seigneurs de l'Ouest, car il semblerait que de nouveaux troubles soient inévitables. Pendant ce temps, loin de ce village de Miyamoto, les intrigues du pouvoir vont bon train, puisque à Edo, l'ancien nom de Tokyo, la mort d'Hideyoshi Toyotomi laisse, on l'a dit tout à l'heure, au pays un enfant, Hideyori, son fils certes, mais qui n'a que 5 ans. Ce dernier n'a pas d'âge requis pour succéder à son père, et ce qui veut dire que s'il est né en 1593, à 5 ans, il risque la mort à tout instant. Alors pour y remédier, son père a fait nommer 5 sages, 5 régents,
qui doivent être désignés pour épauler l'enfant pour qu'il puisse un jour asseoir à son tour son autorité sur le pays, sur le Japon. Alors parmi ces 5 régents, 4 sont très fidèles, dont notamment un nommé Mitsunari Ishida qui s'engage, fervent défenseur du clan Toyotomi, à défendre le fils et à l'entraîner pour qu'il devienne un adulte et un adulte compétent dans le but de régner sur le Japon. Seulement il y en a un cinquième sage qui lui a d'autres objectifs. Il est très célèbre parce que c'est celui qui va unifier le Japon, il s'appelle, vous avez une idée? Je sais plus si c'est pas Ieyasu ou un truc comme ça. C'est ça, c'est Ieyasu Tokugawa. Voilà, Tokugawa. Il est d'ailleurs davantage tourné vers un Japon où il serait lui-même shogun. Et donc il profite de la faiblesse de son principal adversaire pour bouger le premier. Soutenu par une majorité de seigneurs de l'Est, du coup il va se révolter. Et ça impacte de facto le pouvoir parce que pour légitimer sa position, il déclare Mitsunari, son adversaire, son principal adversaire dans le clan des 5 sages, incapable de devenir shogun parce qu'en fait il a des origines paysannes. Donc le problème, c'est que Mitsunari n'a que très peu de temps pour réunir les daimyos de l'Ouest, les seigneurs autrement dit, et va marcher sur son rival. Imaginez le Japon morcelé à l'Est, le Ieyasu Tokugawa à l'Ouest, et bien Mitsunari avec le clan des Toyotomi, le clan qui est au pouvoir. Et bien pendant ce temps, Takezo, lui, il vient d'avoir 16 ans et il est rentré au service d'un des serviteurs du daimyo de l'Ouest, des seigneurs donc du clan Toyotomi. Les 2 régents vont se déclarer une guerre lorsqu'ils arrivent à un endroit capital, c'est d'ailleurs l'endroit qui va sceller le sort du Japon médiéval, le 20 octobre 1600, c'est la plus célèbre des batailles japonaises qui est sur le point de commencer, celle que l'on appelle la bataille de Sekigahara. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de 160 000 soldats au total qui vont s'affronter pendant toute une journée. Au final, je vais aller très vite parce que si jamais je dois faire une chronique, peut-être que je détaillerai cette bataille qui est importante quand même. Eh bien, c'est Ieyasu Tokugawa qui va l'emporter. Le problème, c'est que notre jeune Takezo, qui combattait pour le clan ennemi, il se retrouve alors dans le camp des perdants. Et il est laissé pour mort sur le champ de bataille. Bien, il y survit pourtant et change son nom pour ne pas être reconnu. C'est là où la légende commence, car il décide de s'appeler Musashi, une autre façon de lire les caractères formant le nom de Takezo, et il prend par la suite vraisemblablement le nom de son village natal, Miyamoto. Il va donc maintenant s'appeler Miyamoto Musashi, et il devient après la bataille de Sekigahara un ronin. Peut-être que vous le savez, un ronin caractérise un samouraï qui naît 100 mètres, qui est 100 mètres, et donc il va parcourir l'archipel à la recherche d'escrimeurs pour parfaire son art, à la voie du sabre, qu'on appelle le Kenjutsu, aujourd'hui connu sous le nom de Kendo. Donc une période de paix s'ouvre pour le Japon, et les guerriers comme les samouraïs se retrouvent sans réel travail. Ils vont commencer à développer leur style de combat, et les plus célèbres d'entre eux d'ailleurs vont se regrouper et inculquer leur savoir sur la voie du sabre en fondant des écoles. Pendant près de 15 ans d'ailleurs, Musashi va parcourir le Japon et essayer de se trouver un maniement du sabre qui lui est personnel. Il décida donc de prendre la route et de défier les plus grands en duel, car pour lui, bâtir une solide réputation voulait dire abattre les meilleurs escrimeurs de l'archipel, et pour cela il savait où aller, à Kyoto. Dans cette grande ville, il y avait un clan, sans doute le plus renommé, le clan Yoshioka. Après un périple par mer et puis par terre, il arriva à Kyoto et se présenta devant l'école Yoshioka. Poussant les portes et sans fioriture d'ailleurs aucune, il demande un duel. Lui, vagabond, ronin, il osa demander quiconque en duel dans cette prestigieuse école avec une impudence sans commune mesure. Demain à l'aube, résonna une voix parmi la foule de disciples. C'était Sejuro, la plus fine lame des Yoshioka. Fort de cette annonce, on pourrait alors penser que notre Musashi allait rester sur le terrain désigné pour le duel toute la nuit afin de se préparer à affronter sa mort, l'un des plus grands adversaires qu'il ait jamais eu à combattre, mais il n'en est rien. Oui, le lendemain, Musashi arrive en retard. Sejuro commence à se montrer impatient. En effet, cette lame de renom commençait à regretter d'avoir donné tant d'importance à cet homme en haillons. Lorsque Musashi arriva, c'est avec le sourire et son bokken, son sabre en bois, qu'il se présenta devant Sejuro. Une honte, car si il l'avait salué respectueusement, certes, un sourire et une arme qui n'en était pas une pour un duelliste respecté n'en était trop pour Sejuro. Il se rua donc sur son adversaire pour lui asséner un coup, mais Musashi l'esquiva, passa derrière lui et frappa avec son sabre en bois sur la nuque de l'assaillant. Un coup net, fort. Sejuro s'effondre sur le coup
la nuque brisée. Excédé par ce trop-plein de confiance, le frère de Seijuro, Denjishiro, demande un duel immédiat pour laver l'honneur de son frère. Musashi accepte, et afin de toucher Musashi, Denjishiro décide de frapper rapidement, un coup frontal. Mais Musashi l'esquiva encore une fois. L'escrimeur de Yoshioka recommence un estoc, mais cette fois-ci, il décida d'avoir davantage d'allonge, en plongeant sur Musashi. D'un simple pas de côté, Musashi dégaina son sabre. Emporté par son élan, Denjishiro ne peut se rattraper. En utilisant les techniques de Kenjutsu enseignées par son père, Musashi prive son adversaire de ses 2 poignets, et enfin de sa tête. En une matinée, la célèbre école Yoshioka avait perdu 2 de ses plus grands adeptes. La célébrité de Musashi était donc prise. Le lendemain d'ailleurs, alors qu'il entreprit de quitter son auberge, il reçoit une lettre de la part du clan Yoshioka souhaitant laver l'honneur de son frère Seijuro. Matashishiro, un autre disciple, se présenta au lieu désigné pour lui demander un duel. Seulement il n'était pas seul. Ils étaient près de 60 disciples qui l'attendaient, lui. On aurait pu penser Musashi décontenancé par une telle manœuvre. Au contraire, il toisa ses adversaires, avec son arrogance toute particulière. Il fonça d'abord sur le premier, sur Matashishiro, en dégainant son sabre et le tua net. Il fit appel à tout ce que lui a appris son père, et dans ces bois non loin de Kyoto, c'est là qu'il commença à utiliser son propre maniement du sabre, un maniement à 2 armes. Son bokken, pour parer les attaques, pendant que son sabre mettait un terme à la vie de ses ennemis. Il trancha des jambes, des bras, la lame passa à travers la peau, la chair et l'os, des cris puis plus rien. La légende voudrait qu'un moine qui accompagnait l'école Yoshioka, c'est lui d'ailleurs qui aurait fourni de nombreux détails du combat, même si on pourrait en douter, ça reste dans la légende, en épiant les moindres faits et gestes de Musashi, qu'en ces termes il explique, tout fut terminé, avant qu'il eût respiré ma foi. Fort de ce succès, il quitte Kyoto pour les temples de Nara. Là-bas, ce sont des moines guerriers qui combattent à la lance qui attirent son attention. Le maître des temples est alors si impressionné durant l'entraînement de Musashi, car ce dernier manie parfaitement l'art de tenir 2 sabres en main, et de s'en servir d'ailleurs avec autant de célérité, décida d'organiser 2 duels avec son meilleur disciple, mais par 2 fois, celui-ci est défait par Musashi. Après cette nouvelle victoire, Musashi part pour Edo, la ville remplie d'épéistes de renom afin de valoir sa toute nouvelle notoriété. Il établit alors son propre dojo, et de nombreux curieux, désireux d'apprendre son style de combat à 2 sabres uniques d'ailleurs en son genre, viennent à sa rencontre. Sa réputation va même jusqu'au château du shogun, à Edo. Le shogun lui-même demande à Musashi d'enseigner là-bas. Mais guidé par son orgueil et sa parfaite arrogance, il le refusa, en étant complètement en désaccord d'ailleurs avec les choix politiques de ce dernier. 7 ans plus tard, et près de 60 duels à son actif, à travers tout l'archipel, Musashi revient sur ses terres pour récupérer le dojo de son père. Cependant, en chemin, il reçut une nouvelle demande de duel venant de Sasaki Kojiro, l'un des plus célèbres escrimeurs du Japon. Le défi est relevé sur l'île de Funa. Alors pourquoi une île? Certains disent que 2 épéistes célèbres comme ceci qui s'attaquent ensemble, ça l'a fait ramener beaucoup de monde. Enfin vous voyez, un petit peu comme si on regardait le dernier épisode un petit peu de Game of Thrones, c'est un peu le même principe. Alors, à partir de là, le fameux épéiste est venu sur l'île avec bon nombre de ses disciples, et des membres d'ailleurs de sa suite, beaucoup de personnes. Il portait une armure majestueuse et un sabre incroyablement long. Musashi, comme à son habitude, arriva en retard. Les habits indignes de son rang, mais reflétant sa vie de vagabond. Voyant la portée redoutable de l'arme de son adversaire, il décida de tailler un long sabre avec la rame de son bateau. Une fois ceci fait, il engagea le combat. Musashi utilisa tout le savoir emmagasiné à la fois chez les moines de Nara et grâce à son arme, un simple estoc sur le front puissant et son adversaire s'effondrant. Une autre victoire, une légende était d'ailleurs désormais en marche. Son dernier coup d'éclat est relaté plus loin. Alors qu'il termine son voyage afin de reprendre le dojo de son père, il est défié par un certain Nagatsume Hachien, un maître lancier. Et finalement, au fur et à mesure de la discussion, ce ne sera pas un duel au sabre, mais ni à la lance d'ailleurs, qu'il lui propose, mais une partie de go, chez lui, avec son fils. Pendant la partie, Musashi crie d'un coup « N'essaie même pas !» Incrédule, le fils de Nagatsume comprit alors que son père attendait, avec sa lance, de transpercer la paroi en papier les séparant, afin de tuer Musashi. Impressionné par son ouïe et son charisme, il se ravisa. Musashi avait
gagner son duel par simple ascendant psychologique sur le père et par un sens tactique hors pair sur le fils. Il gagna aussi la partie de Go. Une fois arrivé au dojo de son père, il enseigna à de nombreux disciples sa voie du sabre. À l'âge de 30 ans, le Japon est de nouveau secoué par la guerre. Musashi y voit d'ailleurs l'occasion de reprendre les armes, lorsqu'un seigneur lui demande d'escorter son fils à la tête d'une dizaine d'hommes. Puis d'année en année, il passa de seigneur en seigneur, et ce sont près de 20 années de guerre qui vont petit à petit changer Musashi. À 50 ans, las des armes, il décida de se retirer. Et lorsqu'un autre seigneur lui propose d'enseigner son style à deux sabres dans son château de Kumamoto, contre rente et hébergement, il accepta. Durant d'ailleurs son temps libre, il continua les arts. Autre même que les arts martiaux, Musashi était connu pour ses talents de calligraphe, philosophe, sculpteur, peintre, et avait même un pied dans le théâtre. Dans ses voyages d'ailleurs à travers le domaine de son seigneur, dans les montagnes du mont Iwato, il trouva une grotte. C'est là qu'à travers ses méditations, il va rédiger ses mémoires, ses écrits, sous le nom de Gorin no Sho, le traité des 5 roues. À 65 ans d'ailleurs, il termine ses écrits qui lui vaudront sa célébrité dans l'histoire. Effectivement, le traité des 5 roues, alors je ne vais pas en parler là parce que peut-être que plus tard j'en réserverai une chronique parce que ce livre en question est un livre qui est encore aujourd'hui les plus emblématiques de la stratégie martiale et qui est encore utilisé. Une fois son enseignement de l'art du sabre auprès de la cour de son seigneur fini, il demande alors à se retirer. Se sentant de plus en plus faible, il finit par faire venir son principal disciple et lui tendit alors l'œuvre originale du traité des 5 roues. Il se retira alors sur le mont Iwato dans sa grotte. Quelques jours plus tard, ses forces le quittent. Le 13 juin 1645, le plus célèbre épéiste du Japon disparaît, laissant sa voie du sabre se perfectionner d'ailleurs à travers ses disciples et les arts. Alors en petite conclusion, qu'est-ce qui m'a amené un petit peu à parler de ce personnage? Je l'ai connu il y a quelques années déjà, parce que personnellement j'ai un très grand intérêt, un très grand respect pour toutes les histoires qui caractérisent un homme solitaire vagabond et qui malheureusement essaie de se battre contre son destin. Et justement, quand on parle de destin, il y en a certains qui font pas lire n'importe quel homme dans le monde. Celui de Miyamoto Musashi, il fait partie de cela. Enfin, à la fin, il est quand même jeune, il s'appelle Takezo Shinmen, mais à la toute fin, il est respecté par à la fois les nobles, les paysans, tout le Japon finalement, qui vont englober tout ceci dans sa légende, à tel point qu'il s'appelle, sur le lit de sa mort, Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Haruno, mêlant nom d'emprunt, vrai nom et titre honorifique. Un personnage d'autant plus intriguant d'ailleurs. J'ai connu l'histoire de cet homme, le plus célèbre escrimeur du Japon, à travers un livre au départ, s'inspirant de son histoire, qui s'appelle Le Samouraï de David Kirk. Voulant en apprendre plus, j'ai donc lu l'histoire romancée de l'escrimeur en 2 tomes, avec La pierre et le sabre, puis La parfaite lumière de l'auteur à succès Eiji Yoshikawa. Enfin, souhaitant véritablement toucher au plus près de l'homme, j'ai décidé d'acheter le livre qu'écrit Miyamoto Musashi peu avant sa mort en 1645, le Gorin no Sho, ou traité des 5 roues, la voie de la stratégie selon Miyamoto Musashi. Une façon d'essayer de comprendre au plus près la vision d'un homme qui a marqué de son empreinte la plus fascinante période de l'histoire japonaise. Toutefois, il reste une dernière chose à dire, la majorité de ces événements qui sont relatés sont des événements qui ont été à la fois racontés par le personnage lui-même, Miyamoto Musashi, et même parfois par ses disciples et par ses admirateurs. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, s'il a gagné effectivement beaucoup de duels, ce qui est attesté, près de 60, il n'a potentiellement jamais perdu, mais la majorité de sa légende est racontée donc par des personnes qui ont vu le côté vainqueur, ou en tout cas qui n'ont jamais connu la défaite. Ce qui veut dire que historiquement c'est très difficile à vérifier tout ceci, et encore aujourd'hui les historiens s'arrachent les cheveux pour connaître un petit peu, ne serait-ce que le lieu de naissance de la personne. Ça reste une histoire qui est en grande partie romancée, mais ça reste un destin tout à fait exceptionnel. Eh ben écoute, merci Raph. C'était extrêmement complet comme chronique, mais ça tu nous avais prévenu en off tout à l'heure, bien joué, parce que ça a pas dû être facile de répertorier tout ça, parce que c'est du taf quoi. Franchement bien joué. J'avais déjà travaillé dessus, donc forcément c'était plus facile de le remanier. Mais oui, je vous invite, si ça vous intéresse, à voir plusieurs choses. Notamment, il y a
Il y a effectivement un manga dessus, sur l'histoire. Le vagabond. Oui, le vagabond, tout à fait. Qui va retracer la vie de ce qu'on en sait, et en même temps romancé, toujours, parce que malheureusement, il y a beaucoup de lacunes. Et ça peut être aussi intéressant de lier les images physiques, toutes les images qu'on va se créer soi-même quand on va lire notamment les romans de Eiji Yoshikawa, qui sont complets, mais qui restent vraiment des histoires romancées. Après, dernière chose aussi intéressante, c'est que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des clins d'œil à cet homme, sur beaucoup de choses sur à la fois pop culture ou dans le monde d'aujourd'hui. Les deux exemples étant, je vais en prendre un pop culture et un monde d'aujourd'hui, par exemple, conseiller notamment aux traders de Wall Street, pour comprendre davantage comment fonctionnaient les Japonais dans l'économie, de lire justement le traité des 5 roues pour avoir une imprégnation davantage sur le modèle économique en question, qui était enseigné par certaines écoles encore, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas. Et il a aussi laissé une marque aussi dans la pop culture. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois on a parlé de Pokémon ici, mais si en version française on a les deux méchants gentils, on va dire Pokémon, qui sont Team Rocket avec Jessie et James, dans la version japonaise, ils ont d'autres noms. Ils s'appellent Musashi et Kojiro, puisque en fait c'est la rivalité entre les deux. J'ai cité le dueliste qui vient l'affronter sur une île, et Musashi aussi, qui montre un petit peu les amis rivaux. Peut-être, en tout cas, on a essayé de faire un clin d'œil en les appelant comme ceci. Sachant qu'effectivement, il y a de nombreux personnages de manga qui s'appellent Musashi, du coup. Oui. Il y a une liste, en fait, vous pouvez trouver facilement sur Internet de toutes les allusions aux personnages. Mais lisez vraiment de Vagabond, parce que vraiment les dessins sont magnifiques, et c'est une super histoire. Et la scène qu'il a présentée, où il se bat contre 70 ennemis, est relativement très épique. Oui, ça aussi, c'est un peu compliqué, parce qu'à certains endroits, on dit qu'ils sont 100, d'autres 60. On imagine qu'ils étaient nombreux. Et à des endroits, c'était en plein air, d'autres endroits, c'était un petit peu comme à la manière des Thermopyles, il s'est placé dans un endroit très restreint pour pouvoir les tuer un par un. C'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, et ça divague beaucoup. Et oui, comme je disais, merci beaucoup Raph. Moi je connaissais pas du tout ce personnage du tout. En même temps, je connais pas très bien le Japon, donc c'est normal que je ne connaisse pas forcément ces personnages historiques ni légendaires d'ailleurs. Donc merci à toi de m'avoir fait découvrir ce nouveau personnage. Et si jamais un jour j'achète Shogun de Total War, je suppose que j'en saurai. C'est juste aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands escrimeurs. Déjà, c'est le plus grand escrimeur du Japon, et peut-être même du monde, on sait pas. C'est compliqué maintenant de relater quelqu'un qui est mort il y a 4 siècles, quasiment. C'est vraiment montrer un petit destin qui influence un petit peu les grandes pontes, mais on ne retrouvera jamais véritablement dans Shogun Total War. On va trouver vraiment les grands acteurs de la réunification du Japon, mais là, on parle que d'un samouraï parmi tant d'autres, fût-elle la renommée aussi. En fait, c'est surtout, on découvre ce qui s'est passé un petit peu historiquement via sa vie, qui est exceptionnelle, certes, et oui, mais il a pas changé le destin du pays, quoi. Oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas parler d'un sans parler de l'autre. Et malheureusement, tu peux pas détailler les deux, sinon on serait là encore pendant 2 heures. À peu près. Ouais. D'accord. Et ce que je vous propose, c'est qu'après avoir abordé un petit peu le Japon du passé, je propose de parler un peu du Japon du futur. Et c'est avec toi qu'on va en parler, je pense, Maxime. Pas vraiment. Mais... Pas de Japon du futur ? Non, pour le coup, non. Non ? Non. Pas ce jeu-là. Donc oui, je vais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Nier. N-I-E-R. Alors effectivement, Marc a confondu avec sa suite qui s'appelle Nier Automata, qui effectivement parle de robots et d'autres choses. Ah. Je pourrais pas vraiment parler de la période de Nier premier du nom sans spoiler pas mal de choses, c'est pour ça que je vous en parlerai pas. Contrairement au film, finalement, pour les jeux vidéo, on entend souvent plus parler du studio, mais peu du chef de projet, ou du réalisateur, comme on peut les appeler. Donc il arrive cependant qu'un de ses concepteurs ait une vision si forte qu'il laisse une empreinte sur le jeu, qu'il puisse se définir par un style, un gimmick personnel qui ne puisse être confondu. Comme le fameux Hideo Kojima, connu pour Metal Gear Solid et autres, et son style très cinématographique. Je vais pas vous parler de lui, pour le coup, aujourd'hui, mais d'un artiste bien moins connu qui s'appelle Yoko Taro. Donc il a créé la série de jeux Drakengard et Nier, dont je vais vous parler aujourd'hui. Son univers vidéoludique a la particularité d'être commun à tous ces jeux. C'est-à-dire que c'est vraiment le même univers pour tous les jeux, ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre, plus ou moins lointaines, selon des fins. Que chaque jeu a également plusieurs fins, qui sont plus ou moins canons, selon si elle a un rapport avec les autres jeux. Donc Nier est donc un jeu vidéo, un action RPG sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3.
Pour l'anecdote, je l'avais trouvé le jour de sa sortie à la Fnac à 15€. Finalement, c'était un peu le meilleur investissement de ma vie. Donc, il existe 2 versions de ce jeu, la version réplicante et Gestalt. Donc, l'une est japonaise uniquement, et le protagoniste est un jeune homme qui cherche à sauver sa sœur, l'autre est occidentale, et le protagoniste est un homme plus âgé qui cherche à sauver sa fille. Cette différence s'explique surtout par une différence culturelle, je pense, en tout cas. Au Japon, le rapport frère-sœur a tendance à être plus fort que le rapport père-fille. Pour ma part, je préfère la version occidentale, car le rapport père-fille m'implique plus, me demandez pas pourquoi, chacun aura sa propre sensibilité sur le sujet. Donc, le jeu se découpe en 3 chapitres ou phases qui font toute sa particularité. Donc la première phase, donc nous sommes dans la peau de Nier, c'est le nom de l'homme qui tente de sauver sa fille en trouvant un remède à sa maladie, car sa fille est malade. Dans un monde post-apocalyptique ravagé par une mystérieuse maladie, mais également par des espèces d'ombres bizarres, chelous, des créatures étranges comme déphasées de la réalité qui sont du coup appelées ombres, tout simplement. Donc ces ombres sont plus ou moins hostiles et seront les ennemis principaux du jeu. Suite à beaucoup de péripéties et de recherches infructueuses, le village se fait attaquer du coup par ces ombres et notre fille, Yona, se fait enlever sous nos yeux. Nous apprenons alors que les ombres sont dirigées par un chef se nommant le Seigneur des Ombres, ça s'invente pas, et c'est lui qui l'a fait enlever. Nous passons donc à la seconde phase. Donc la première phase, comme je vous dis, ça c'est un peu le pitch global. Il se passe évidemment plein de trucs, mais globalement ce qu'il faut se rappeler c'est ça, c'est que on cherche, on trouve pas, et notre fille se fait enlever. Ensuite on passe donc à la seconde phase. Quelques temps après ces événements, donc après que le village se soit fait attaquer et que notre fille se soit fait enlever, nous retrouvons Nier qui se bat de manière désespérée contre les ombres. Donc avec rage finalement, parce qu'il est très très énervé qu'on ait touché à sa fille. Et suite à des recherches, il finit par retrouver l'endroit où elle est captive et où son némésis, donc le Seigneur des Ombres, se trouve. Il y va donc, combat, victoire, générique, fin. Eh bien, oui et non. Je pense que beaucoup de joueurs et testeurs se sont arrêtés ici, oubliant un pan entier finalement du scénario expliquant en partie son accueil moyennasse par les critiques et les joueurs. Le jeu n'est effectivement pas exempt de défauts sur toute technique, mais c'est bien cette troisième partie qui m'a littéralement mis sur le cul et remettant en cause ce que je savais et ma façon de percevoir le média et du jeu vidéo finalement en entier. J'essaierai ici de spoiler le moins possible en essayant d'expliquer l'impact et les idées de cette œuvre, tout en évitant finalement de parler trop du scénario en lui-même ou des personnages. Donc dans cette troisième partie donc, retour dans la peau de Nier, au début du second chapitre. Donc, finalement on revient au début du second chapitre de cette seconde phase. Donc Yona est toujours enlevée, on sait toujours pas ce qui s'est passé. À l'époque, finalement, j'avais continué plus par habitude qu'autre chose, en pensant qu'il s'agissait plus d'un New Game Plus, comme dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire qu'on recommence finalement une partie du jeu avec du coup des bonus débloqués. Sauf que non. Finalement, des petits changements de ci de là me faisaient demander dans quoi je m'étais engagé. Plus j'avançais dans l'histoire, déjà joué, déjà vécu, déjà écrit, plus je remettais en compte mes actions de ma partie précédente. À cause d'un petit détail, un tout petit détail. Dans cette redite, nous comprenions finalement les ombres, ce qu'ils disaient. Tout simplement. Nous n'avions plus le simple point de vue de notre héros, mais celui des ennemis, des boss. Lorsque nous rentrons dans un village peuplé d'ombres, nous les entendons crier, apeurés, que le démon est revenu, qu'il faut mettre les enfants en sûreté, que nous nous rendons compte finalement, alors, que ces petites ombres que nous découpions sans vergogne depuis le début du jeu, c'étaient des âmes d'enfants. Des âmes torturées, errant sans but depuis une éternité, perverties, folles peut-être par cet état de semi-vie, mais bien des âmes d'enfants. Nous nous rappelons alors, la dernière fois que nous y sommes allés, attaquant sans se poser de questions, nous avons beau essayer de lutter dans cette nouvelle partie, ne pas les attaquer, le mal est déjà fait. Nous les avons déjà tués. Nous avons bon savoir maintenant, nous ne pouvons pas changer ce que nous avons déjà fait, c'est écrit. Et oui, je dis bien nous, car le héros, lui, ne sait rien de tout ça. Le héros que nous pensions dans son bon droit de tout faire pour sauver sa fille, maintenant que nous savons, ne nous paraît plus si héroïque que ça. De quel droit il massacre sans arrêt? Est-ce que ce n'est pas ce que font les ombres? On ne sait pas, après tout, qui a commencé à attaquer qui. Ce que nous faisions comme un réflexe, voire une forme étrange, l'attaquer, ce réflexe que des années de jeux vidéo ont imprimé en nous, eh bien si on y réfléchit, ça fait nous des monstres, non? Ben oui, carrément. Nous réfléchissons même pas avant d'appuyer sur un bouton pour éliminer des créatures, finir leur vie, alors qu'ils ne nous ont rien fait. Comme si cela était naturel, sans nous poser la question de savoir si eux aussi ont une raison de faire ce qu'ils font. Le jeu nous la pose. Il n'y répond pas, mais il nous la pose. Et le jeu passe son temps, du coup, à changer de point de vue. Autant par la caméra, parfois vue du dessus, parfois vue du côté, parfois vue à l'épaule, que par des scènes nous montrant ce qui étaient les boss avant que nous les attaquions. Nous ne nous demandons pas, au début, mais finalement,
C'est ce que l'œuvre nous demande de faire, de changer de point de vue, de nous poser la question pourquoi. Pourquoi notre héros devrait-il avoir le droit de faire ce qu'il fait? Peut-être que les autres aussi, ils ont leur raison. Et je n'en dirai pas plus finalement sur le scénario, même si je n'en ai pas dit beaucoup, à part finalement ce sur quoi il traitait. Je n'ai rien dit sur les autres personnages ou les autres scènes, car je veux que vous jouiez à ce jeu. Et pas forcément à ce jeu-là, car dans quelques temps, il va y avoir un remake de ce jeu. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est aussi pour ça que j'en parle. On a déjà eu les premières images, ou bien sinon à Nier Automata, donc qui est la suite, autant scénaristiquement finalement que spirituellement. Un jeu qui est bien mieux réussi à tous les niveaux, mais qui m'aura moins marqué, moi, parce que finalement c'est mon deuxième jeu de Yoko Taro, donc forcément ça marque moins. Parce que Yoko Taro, finalement, c'est ce qu'il fait dans ses jeux. Il se pose des questions sur le média, il se pose des questions sur le jeu vidéo. Il crée des jeux qui changent totalement par rapport à la plupart des sorties de son époque ou de maintenant. Il nous fait nous questionner sur ce qu'on fait manette à la main. Il utilise le jeu vidéo pour faire passer son message, via le gameplay, via nos actions, et non via des explications ou discours. Tout ça, ça fait pas de ce jeu Nier un jeu parfait. Parce que maintenant, je vais parler un peu plus du jeu, du gameplay, la façon de jouer. Le jeu est maladroit, bancal, moche, beaucoup de quêtes FedEx, donc c'est-à-dire des livraisons, des allers-retours. Le jeu est relativement vide, on fait un peu toujours la même chose, la pêche est interminable, car oui, on peut pêcher dans ce jeu, et c'est nécessaire pour avoir les vraies fins. Car oui, il y a plusieurs fins disponibles, et pour avoir les vraies, il faudra, pendant des heures, tuer des ennemis de manière tout à fait automatique, on va dire. La raison pour ce vide, c'est peut-être que le jeu était trop ambitieux. Yoko Taro, finalement, il voulait raconter quelque chose, mais il n'a pas eu le temps, ou le budget peut-être, de faire un jeu qui tenait la route. Il utilise parfois ce manque de budget pour étayer son propos. Par exemple, à un moment, on a un niveau entier qui est uniquement textuel. Ça n'empêche pas d'être bon. Et pour le coup, on se dit quand même un petit peu que s'il avait eu des moyens, il aurait peut-être vraiment fait ce niveau. Mais non, il a fait un texte. Mais finalement, cette œuvre, maladroite, peut-être même parce qu'elle est maladroite, m'a marqué. Et pour moi, je ne verrai plus jamais le jeu vidéo de la même façon, et j'ai hâte de jouer à ce remake, même si j'ai un petit peu peur, parce que, justement, l'aspect un peu bancal du premier n'est plus présent. Mais finalement, il a toujours fait des jeux marquants, Yoko. Même s'ils étaient tous un petit peu imparfaits, sauf Nier Automata, mais Nier Automata c'est développé aussi par Platinum Games, qui sont un très bons studios de jeux vidéo, ce qui explique peut-être un peu ça aussi. Donc je parlerai enfin des musiques. Musique de Keiichi Okabe, dont Yoko Taro se dit jaloux. Car, et je cite, quand on demande aux joueurs ce qui les a plus marqués, ils disent la musique, ça m'énerve. Ça en dit long sur le personnage et sur la bande sonore. Orchestrale, parfois vocale, elle nous présente des thèmes que j'écoute sans arrêt depuis des années. Les paroles sont étranges, un langage fictif, mais qui rappelle sans arrêt par ses sonorités une langue connue, que nous n'arrivons pas forcément bien à comprendre, comme si notre compréhension était érodée par le temps et l'oubli. Tant cela ressemble à de l'allemand, du français, du russe, jusqu'à ce que pendant le générique de fin, enfin, le thème en anglais ou en japonais, selon votre pays, se fasse entendre. Comme si nous avions enfin réussi à passer outre les ténèbres et que nous comprenions enfin la véritable histoire que nous venions de vivre. Pour résumer, Nier est un jeu vidéo d'auteur, qui propose une vision sombre, un peu désabusée du média, mais qui ne moralise jamais, qui ne nous accuse jamais. Il arrive sans rien nous dire à faire comprendre que tout n'est toujours qu'une histoire de point de vue, que finalement, n'importe qui peut devenir le méchant de quelqu'un tout en étant le héros de sa propre histoire. Et ça, c'est hyper classe comme manière de faire. Moi, j'ai une question. Oui. Une question qui est très très importante. Tu veux qu'on joue au remake de Nier qui va sortir dans peu de temps, c'est ça? Oui. Mais la question, c'est est-ce qu'il sort sur PC? Il sortira très certainement sur PC, étant donné que Nier Automata est sorti sur PC. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est cool alors. Parce que c'est vrai que si ça non, sort pas d'inquiétude là-dessus. Sur PlayStation, ça sera difficile. Contrairement au premier, d'ailleurs, je me demandais pourquoi il n'y avait toujours pas eu de ressortie du premier Nier, malgré justement le succès de Nier Automata, car finalement Nier il a eu un succès très tardif, et surtout un succès un petit peu de niche, comme qui dirait. Ouais. C'est comme un film d'auteur, c'est un jeu d'auteur, donc en fait il a sa propre niche et... c'est ça, comme j'expliquais, finalement les testeurs de l'époque l'ont totalement démonté, et du coup il a eu un succès très pauvre. En termes de vente en tout cas, et c'est que beaucoup d'années plus tard finalement qu'il y a des gens qui ont commencé à dire putain mais c'est du génie ce machin, et c'est grâce à ça qu'on a eu Nier Automata qui est bien meilleur à tous les niveaux, mais du coup comme la construction est un petit peu la même, pour moi elle a eu moins d'impact. D'accord. En tout cas merci du conseil. Tu sais quand est-ce qu'il sort ce remake? Non, pas vraiment, on n'a pas vraiment de date, on a
tout juste les premières images, donc j'imagine 2-3 ans. Dans 1 ou 2 ans, du coup. 2-3 ans, peut-être. Ouais, plutôt 2-3 ans, si on veut que le jeu 2-3 soit ans. bien fini, en tout cas. Mais après tout, c'est vrai que c'est un remake, donc peut-être 1 ou 2 ans. Je sais pas trop. Ouais. Puis peut-être que cette fois-ci, on aura droit justement au fameux niveau qui était scripté, mais en vrai, peut-être. Ça m'étonnerait, parce que comme je disais, ça fait partie un peu du charme du truc. Après, par contre, Ouais. on aura peut-être le droit à la version où on joue le jeune homme. D'accord. Comme Ah oui, j'expliquais la version japonaise qui sera présente et pas la ouais. version En occidentale. fait, il faut savoir que justement au Japon, ils avaient eu 2 versions, donc une avec le vieux, une avec le jeune. Celle avec le vieux, c'était sur Xbox 360, donc la console Ouais. occidentale, et celle avec le jeune était sur PS3. D'accord. Alors que nous, on a eu que le vieux, du coup. On a eu que le vieux. Et là, du coup, tu penses qu'on aura droit aux deux ou qu'ils en feront qu'une seule avec le jeune? Je pense qu'on aura le droit, je pense qu'on aura le choix. Ou On sinon aura le qu'ils choix, vont ouais, tout sinon, refaire. soit t'incarnes le vieux, soit t'incarnes Connaissant le le gaillard, je pense qu'il va, justement, pour ceux qui ont déjà joué à la version originale, ils vont vraiment changer des trucs, de sorte qu'on va quand même rester sur le cul. D'accord. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont soit, certains personnages vont changer un petit peu, soit il va faire des trips un peu chelous à base de retour dans le temps. C'est un peu son dada. Ouais. C'est-à-dire vraiment les D'accord. twists un petit peu, où tu fais genre, quoi? Mais non, Mhm. lui il était méchant depuis le début, ouah! Et voilà. Ce genre de truc. C'est un homme à twist. C'est ça. Il est D'accord. bien préparé. Et toi, Raph, tu connaissais un petit peu Nier ou pas du tout? Absolument pas. Du coup, j'ai cherché le nom et je suis tombé déjà ne serait-ce que Ouais. sur les couvertures. Les couvertures de jeux me disent quelque chose, mais j'ai pas souvenir d'y avoir joué ou quoi que ce soit. Donc du coup, je découvre Bah, aussi. comme je disais, à l'époque, il s'est très très mal vendu. On connaît beaucoup plus, évidemment, sa suite que le jeu original. Ouais. Mais Oui, c'est-à-dire que moi, le premier, tout à l'heure, je me suis planté en disant Nier Automata. Et puis toi-même, d'ailleurs, tu t'es planté aussi à un moment donné. Oui, en je me disant suis Nier planté Automata, aussi. c'est assez Mais rigolo. pour le coup, en fait, le truc qui est intéressant, c'est comme je disais, moi à l'époque, comme il était très peu connu et que j'y ai joué le premier jour de sa sortie finalement, j'ai pas su à l'avance qu'il allait avoir des twists, qu'il allait avoir une seconde fin, qu'il allait avoir 4 fins différentes. Du coup, j'y ai joué vraiment, vraiment comme je joue toujours. Et finalement, le truc, c'est que tout ça, toutes les révélations, tout le reste m'arrivait vraiment en pleine face, et c'est ça qui était génial. Donc une très belle expérience de jeu, quoi, en somme. Pour moi, ouais. Triste aussi, D'accord. mais comme je disais, ne serait-ce que la bande son, elle vaut tout. Mais souvent, les choses les plus tristes sont parfois aussi les plus belles, spécialement dans l'art. N'est-ce pas? Eh oui. Eh ben écoute Maxime, merci beaucoup pour ta chronique jeux vidéo. oui, merci. Il y a peu de temps, j'ai fait des statistiques et je me suis rendu compte que on parle beaucoup de jeux vidéo en fait dans ce podcast. Ah bon? En fait, on parle beaucoup de musique et de jeux vidéo. C'est assez rigolo en fait, c'est deux Pour thèmes. le coup, c'est la première fois que j'en ai parlé. Oui, non, toi c'est la première fois que t'en as parlé, mais avant ça, on a eu World of Warcraft, Pokémon, des jeux vidéo sur la préhistoire et récemment on a eu BattleTech qui a été fait il y a. Ah, on a parlé de BattleTech, j'ai pas écouté Ce que je celui-ci. vous propose, les amis, c'est que pour terminer notre émission, on parle non pas de jeux vidéo, mais justement de l'autre sujet qui revient très régulièrement sur notre chaîne, à savoir la musique. Est-ce que vous êtes prêts ou pas à entrer dans cet univers Tout à très fait. étrange qu'est la musique? Est-ce que tu nous as fait une chronique sur le corps? Oui, je vous ai fait une chronique sur le corps. Comment tu sais? Oh purée. Parce qu'en fait, quand je t'ai écouté tout à l'heure, Ouais. faut savoir qu'on habite ensemble, nous sommes colocataires. J'étais là, mais toutes les musiques qu'il écoute, y a quoi qui va ensemble? Et je veux dire, y a pas un point commun. Et puis là, je viens de réfléchir en me disant, mais s'il y a faire de la musique, il y a quelque chose. Et puis je me rappelle que oui, comme tu joues du corps. C'est ça. Bah, du coup, aujourd'hui, justement, moi, j'aimerais vous parler de cet instrument un peu particulier, un instrument pour lequel j'ai énormément d'affection, à savoir le corps. Alors, comme l'a si bien dit Raphaël, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, en tout cas parmi ceux qui nous écoutent, je suis un corniste, ou plutôt, je l'ai été dans une autre vie, parce que cela fait un petit moment que je n'ai pas sérieusement joué de mon instrument, qui doit croupir quelque part dans son étui, situé entre deux guitares, attendant d'être sorti une fois tous les 2 mois pour jouer 4 notes sur la terrasse de notre maison face au soleil levant. Alors oui, c'est poétique, oui, j'ai déjà fait ça, et je pense que j'ai dû réveiller plus d'une personne dans mon quartier, c'est pour ça que je n'ai plus jamais refait juste après. C'est aussi le désavantage de faire un instrument avant, c'est que moi j'ai souvent très très peur d'embêter les personnes qui sont présentes dans mon entourage, à savoir autant les personnes qui vivent avec moi que les personnes qui ne vivent pas avec moi, mais qui sont mes voisins directs. De fait, encore une fois, j'ai fait une introduction qui est beaucoup trop longue, on va parler de corps. Alors corps, petite précision,
Ça s'écrit C-O-R et pas C-O-R-P-S, hein, bien évidemment. Est-ce que vous savez ce que c'est un corps ou pas? Il s'agit Alors, d'un instrument de musique à piston. ouais, d'accord. Vous savez à quoi ça ressemble du coup, plus ou moins? Je pense que vous avez déjà vu le mien. Le corps COR, hein, bien sûr. Ça ressemble à un escargot dans lequel on souffle. Ouais, ça ressemble plus ou moins à une sorte d'escargot un peu bizarre, ouais. Effectivement. Mm. De toute façon, je vais vous faire une petite description plus grande au fur et à mesure de cette chronique. Qu'est-ce que j'aimerais souffler dans le corps Alors là moi, le corps que j'ai chez moi, c'est ce qu'on appelle un corps d'harmonie. On y reviendra un peu plus tard. Le corps d'harmonie, c'est donc un instrument à vent de la famille des cuivres. Le musicien qui joue du corps, c'est ce qu'on appelle un corniste, à ne pas confondre avec le cornettiste qui lui joue du cornet à piston, qui est une sorte de trompette mais un peu plus petite, un peu plus courte plutôt, ou alors le choriste qui est juste une personne qui chante, qui fait partie d'une chorale. Est-ce que vous auriez d'autres instruments de la famille des cuivres là comme ça en tête? Je préfère ne pas me tromper, donc je vais dire non. Alors, Et toi, Raph? il y a la trompette. Il y a la trompette, ouais, effectivement, ouais. Vous en avez d'autres? Putain, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Il y en a pas mal, hein, parce que après il y a les principaux, mais il y en a beaucoup. Oui, je veux parler des Énormément principaux. d'instruments de la famille des cuivres. C'est une grande famille quand même. En fait, si je vous dis ça, c'est pas pour vous piéger ni rien. Je vais vous piéger juste après, parce que moi, ce que je vous propose, c'est que on fasse, eh bien, un petit test. Genre corps ou pas corps. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça le principe. En fait, on va faire un exercice. On va se concentrer sur les 5 cuivres qu'on trouve le plus souvent au sein d'un orchestre symphonique, à savoir la trompette, le trombone à coulisses, le tuba et donc le corps. Et je vais donc vous faire écouter les sons de ces différents instruments, et il va falloir que vous essayiez de trouver qui et quoi, et on va voir est-ce que vous allez réussir à trouver le corps parmi ces 4 instruments du coup. Parce que j'ai dit 5, mais en fait... Oui, c'est 4. justement, j'ai pas relevé. Mais... C'est gentil de ne pas avoir relevé. On va commencer à écouter un petit peu. Alors donc, c'est qui joue quel instrument? Ici, on parle donc de la famille des cuivres. C'est du tuba, ça. Ah oui. Je crois que c'est du tuba. Redis-moi les noms. Je vais te le dire, c'est Maxime qui avait raison, c'est le tuba. Ah, c'est le tuba. Moi, je pensais Sinon, il faut à s'attendre à avoir de la trompette et du trombone à coulisses ou du corps. Voilà, du trombone, je pensais. Mais non. Tu pensais au trombone? Ah non. Eh non, c'était le tuba qui est un instrument qui est très grave. On va voir un petit Donc peu ce le n'est pas de suivant. l'hélicon. Alors, une idée pour celui-là? Trompette pour moi. Trompette de la renommée même d'ailleurs. Ah oui, effectivement, c'est bien une trompette. On reconnaît le son très un petit peu nasillard, mais qui met tout de suite de l'entrain vis-à-vis de la trompette. Instrument suivant. Alors, qui est-ce? Trombone. Une chance sur 2. Je sais pas, je dirais trombone, mais sans grande conviction. Ouais, et toi, Raph, tu penses quoi? Trombone aussi, ouais. Trombone aussi, c'est effectivement le trombone, ce qui nous laisse donc du coup le dernier instrument, le corps. Voilà donc pour ces 4 instruments de la famille des cuivres qui font partie de l'orchestre symphonique. Alors, comme vous pouvez le constater, le corps c'est un instrument qui par rapport aux 3 autres a un son qui est beaucoup plus doux, beaucoup moins finalement nasillard que les autres. C'est pour cette raison qu'il est souvent utilisé dans les orchestres symphoniques ou harmoniques ou encore dans la musique de chambre. Alors pour simplifier un petit peu, symphonique c'est un orchestre quand vous avez tout plus ou moins les instruments, vous avez toutes les cordes, etc. Harmonique c'est quand vous avez généralement que les vents plus quelques percussions et parfois des contrebasses. Et enfin la musique de chambre, c'est tout simplement des petits ensembles d'instruments.
Le corps est donc un instrument très important dans un ensemble car en fait il sert de lien entre les différentes familles. De par sa sonorité très douce, il va permettre de lier les cuivres avec les bois avec les cordes. Il peut jouer avec n'importe quelle famille d'instruments. Le grand atout du corps, c'est donc sa polyvalence. Ça, vous arrivez à suivre. Si vous me dites s'il y a des thèmes trop techniques, dites-moi, hein, n'hésitez pas. Ah non. Non. Impeccable. Après, je disais, c'est pour ça qu'ils appelaient corde harmonique. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, je vous propose de retourner aux origines du corps. Quand je vous dis corps, ça vous fait penser à quel autre mot, corps? Cornemuse. Cornemuse. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux-là? Bah, on Je souffle peux vous donner dedans. un indice, si vous voulez. On souffle dedans. Ouais, effectivement, on souffle dedans. C'est pas forcément ça où je voulais en venir, mais je vous donne un indice. Est-ce que vous savez comment on dit corps en anglais ou pas? Horn. On dit horn, ouais, effectivement. Et horn, Oui, ça veut donc, dire par quoi rapport à d'autre en la anglais? corne. Ça veut dire la corne, ouais, effectivement. D'accord, oui. En fait, horn, c'est une corne. En fait, l'ancêtre commun de tous les cuivres, c'est la corne. On peut aussi l'appeler oliphant, mais plutôt au Moyen-Âge. Le nom est donc resté plutôt pour le corps. C-O-R, il manque plus que le N-E et vous avez la corne, en somme. Je propose donc d'écouter un petit peu l'ancêtre des cuivres. Et voilà. Et voilà, Ça comme rappelle le le dit bien le Seigneur des monsieur Anneaux. de la vidéo, un certain Serge Cornibus, dont j'ai trouvé sa vidéo sur l'internet mondial. Alors le Charmant. son de la corne, c'est on souffle dans une corde, ça fait comme ça tout simplement. Je pense que tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux à ce niveau-là. Puis du coup vient ensuite le corps des Alpes. C'est un long tube de bois qui est souvent utilisé dans les régions montagneuses de l'Europe. On va s'en écouter un petit peu. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet, pareil, c'est un flash mob au son du corps des Alpes qui a été fait à Genève, à l'aéroport de Genève pour être plus précis. Voilà, donc le corps des Alpes, c'est un instrument qui, si vous me permettez l'expression, a énormément de gueule, spécialement quand c'est joué dans un aéroport, car j'ai la vidéo sous les yeux, n'hésitez pas à taper tout simplement flash mob au son du corps des Alpes à Genève, aéroport, avec un petit point d'exclamation, et vous allez voir, c'est très sympa. Vous remarquerez qu'avec le corps des Alpes, on commence à retrouver un petit peu le doux son dont je vous parlais au tout début de cette chronique. Alors ensuite, petit à petit, vers la fin du Moyen-Âge, et plutôt même d'ailleurs début mi-Renaissance, les matériaux entre guillemets périssables, tels que le bois et la corne, vont être abandonnés au profit du métal. À partir de ce moment-là, je vous ferai grâce de toutes les formes possibles et imaginables qui ont été inventées pour les cuivres. Et nous allons nous concentrer directement sur l'ancêtre direct du corps d'harmonie, le corps que l'on appelle le corps de chasse. En réalité, il s'appelle le corps baroque, puisqu'il a été inventé à l'époque baroque, en tout cas à l'époque musicale du baroque, qui correspond du coup au XVIe, XVIIe. Mais personne ne retient jamais son vrai nom. En gros, c'est exactement comme un corps d'harmonie, sauf qu'il n'y a absolument aucun doigté possible. C'est juste un espèce de cercle géant en fait. Tout se fait uniquement avec la bouche, mais également avec la main droite qui est dans le pavillon de l'instrument. C'est là donc que la forme du corps va se stabiliser. On va s'écouter un petit peu de corps baroque tout de suite. Oui. Voilà. Donc pour ce qui est du corps baroque, également aussi appelé le corps de chasse. Alors le corps baroque c'est très sympa, le problème c'est qu'on est très vite limité dans les intentions de jeu. C'est pour ça que si vous écoutez un morceau de baroque ou de classique, le corps ne va pas avoir grande importance dedans. Il faut donc attendre le 19e siècle et la musique romantique pour que le corps prenne véritablement son envol. Comment? Pourquoi? Grâce à une merveilleuse invention que l'on appelle le piston.
Comme sur les trompettes, il permet donc de bloquer la course de l'air dans l'instrument et de l'envoyer ailleurs, créant ainsi une nouvelle note à jouer. Car oui, en fait, un instrument à vent, ça fonctionne dans le principe suivant. Vous soufflez dedans, l'air circule dans l'instrument et quand il ressort de l'autre côté, eh bien, ça crée du son. Si vous changez le parcours de l'air à l'intérieur de votre instrument, le son sera donc différent. Généralement, plus le son fait un parcours long dans l'instrument, plus ce sera aigu, moins il en fait, plus ce sera grave. Après, ça dépend aussi de comment est-ce que vous soufflez à l'intérieur. Tout devient donc possible avec un corps. Les pistons sont actionnés par la main gauche et la main droite reste dans le pavillon comme autrefois. Alors aujourd'hui, le corps n'a plus de pistons, mais ce que l'on appelle des palettes. Après, ça reste exactement le même principe, la différence elle est assez subtile. C'est entre autres beaucoup plus agréable pour laisser reposer ses doigts. Voilà donc un petit peu pour l'historique du corps. Mais comment est-ce que ça se joue? Alors c'est très simple. Vous avez juste à produire ce son avec votre bouche. Voilà. Donc en gros, vous mettez vos lèvres contre vos lèvres et ensuite vous faites un son. Vous projetez l'air à travers le peu d'espace qu'il y a entre vos lèvres. Plus vos lèvres seront serrées, plus le son sera aigu, moins elles le seront, plus il sera grave. Donc ça, c'était quelque chose que je viens de vous jouer juste avec ma bouche. Maintenant, je vais chercher mon embouchure. Vous allez voir, le son sera un petit peu différent. Un essai. Donc, je refais un peu avec la bouche. Maintenant, avec l'embouchure. Donc là, ce qu'on constate tout de suite, c'est que certes, le son reste toujours un petit peu nasillard, mais c'est que la présence de l'embouchure, donc qui est un petit objet circulaire, permet de mieux canaliser l'air et donc de pouvoir tout simplement véritablement faire des gammes. C'est-à-dire que là, j'ai pas de doté ni rien, mais je peux quand même faire une gamme complète. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors vous pouvez faire ça avec à peu près n'importe quoi chez vous, quelque chose qui est juste et plus ou moins circulaire et dans lequel vous pouvez souffler au travers. Donc voilà pour l'embouchure. Et maintenant, si vous rajoutez l'instrument à votre embouchure, ça va vous donner ceci. Alors là, c'est le moment qui va être très très rigolo où je dois utiliser le push to talk avec ma main droite au lieu d'être à l'intérieur de mon corps et ensuite souffler dans l'instrument. Au lieu d'être à l'intérieur de ton corps? Voilà du coup pour le doux son du corps, en tout cas quand il est joué par quelqu'un d'un peu plus doué que moi, parce que oui, il faut quand même un temps de chauffe, là je viens de le sortir directement à froid, donc le son n'est pas formidable. Et oui, vous ne m'entendez pas parce que en fait j'ai lâché le push to talk, désolé. Non, je vous disais que en gros le son n'est pas forcément formidable parce qu'un instrument avant ça demande d'être préparé avant. C'est-à-dire que juste avant un concert, juste avant de vouloir jouer tout simplement, il faut un temps de chauffe. Si votre instrument est froid, vous allez avoir plus de difficultés à en jouer. Donc du coup, il faut en jouer pour que l'instrument se réchauffe, pour que vous aussi, finalement, vous vous réchauffiez un petit peu et que vous puissiez réussir à en jouer sans problème. Alors, l'instrument vient donc de rejoindre sa petite barquette et on va continuer un petit peu. Alors, je vais pas passer 40 ans à vous parler du principe de transposition avec le corps. Sachez juste qu'il y a un problème avec cet instrument. À cause du fait que c'était un instrument qui justement ne pouvait pas faire toutes les gammes autrefois du fait qu'il n'avait pas de doigté, le corps est un instrument qui est transpositeur. C'est-à-dire que, en gros, quand il y a écrit Do sur votre partition, les cornistes ne vont pas faire un Do, ils vont faire un Fa. Je sais, ça peut paraître débile, mais c'est une manière de lire en fait, tout simplement. De là, si votre partition est écrite en Fa, ce n'est pas un problème. On joue le bon morceau sans aucun souci. Mais il faut que le compositeur ait été sympa et qu'il ait prévu d'écrire une partition directement dans la langue finalement des cornistes. En revanche, si votre partition est écrite en ut, donc à savoir en Do, en fait, si vous jouez ce que vous lisez sur la partition, ça va être complètement faux. Donc du coup, il faut savoir transposer de tête, donc ne pas lire ce qui est écrit sur la partition, mais lire plusieurs tons au-dessus,
Ou alors, si vous avez du mal à faire ça, il faut prendre votre partition et la réécrire totalement. Et ça, je peux vous dire que c'est assez galère. Mais fort heureusement, la plupart des compositeurs actuels, en tout cas depuis qu'on a des dotés, écrivent directement en Fa pour les corps. Alors là, c'était le petit côté un petit peu technique, désolé, mais ça fait partie aussi un petit peu du charme de l'instrument, c'est que c'est un instrument qui est bizarre à ce niveau-là. C'est pour ça que parfois on est un petit peu la risée de la plupart des orchestres pour ce petit défaut. Alors après m'avoir entendu jouer moi, je vous propose d'entendre des gens qui savent réellement jouer du corps. On va écouter quelques petits morceaux. Que tu as composé? Alors, j'aurais aimé pouvoir composer ces morceaux, réellement, ça aurait été vraiment très très chouette, mais je ne suis pas un génie comme Tchaïkovski, qui lui a composé la 5e symphonie, avec un sublime solo de corps que vous allez pouvoir entendre dès à présent. Donc voilà, donc c'était la 5e symphonie de Tchaïkovski, le célèbre solo de corps. Alors j'ai toujours rêvé de travailler pour France Musique, donc si vous entendez ça, n'hésitez pas à me rappeler aux coordonnées suivantes 06 43 56 32 19. Merci beaucoup. Fameux chiffre 32. Oui. Non voilà, c'est un solo de corps qui est assez incroyable. De toute façon, vous allez voir ce que je vais vous faire écouter là présentement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les seuls solos que je vais vous faire écouter, ou en tout cas morceaux où il y a du corps qui est vraiment important dedans, ça va être des morceaux dits de la période romantique, donc plutôt 19e siècle, le moment où justement le corps peut jouer dans des véritables gammes finalement. Alors que tout ce qui est les compositeurs avant, plutôt classiques, comme Mozart, alors c'est très sympa de jouer du Mozart, mais pour un corniste c'est très frustrant parce que tout ce que vous allez faire c'est tan 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 tan, mais sur différentes notes très peu variées en fait. Donc c'est joli Mozart, mais pas pour un corniste, alors qu'un bon vieux Tchaïkovski, là je vous ai fait écouter la 5e symphonie, mais je vous invite aussi à aller écouter la valse des fleurs, avec le solo de corps derrière, même juste le morceau entier, est tout simplement fantastique. En attendant, je vous propose d'écouter un autre solo de corps, c'est l'appel de Siegfried, par ce très cher Wagner. Donc du coup là, à travers ce solo là qui a été composé par Wagner, on sent vraiment la puissance finalement aussi de l'instrument. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais avec le solo de corps sur Tchaïkovski, on voyait vraiment que le corps avec son solo derrière fait vraiment le lien avec tout l'ensemble de cordes qui est derrière lui, qui l'accompagne finalement dans son solo. Je propose d'écouter un dernier extrait
soyons un petit peu franchouillards, d'un certain Maurice Ravel, avec la pavane de la princesse morte, avec donc, disais-je, le célèbre solo de corps suivant. Donc voilà, également très beau solo de corps de Wagner. Encore une fois, Ravel, Wagner, Tchaïkovski sont tous des auteurs romantiques, encore une fois, donc du coup qui laissent leur place finalement au corps. Mais très chers amis, je sais que vous êtes plutôt des cinéphiles. Alors, pour rester un petit peu à la page et ne pas rester au fin fond du 19e siècle, je vous propose d'aller écouter maintenant des œuvres contemporaines. Des œuvres, du coup, qui sont présentes au cinéma. Alors, je suis resté dans des classiques. Vous allez voir que le corps, il est vraiment absolument partout. J'ai sélectionné quelques petits films comme ça. On va commencer avec un film un petit peu particulier, mais vous allez voir, le corps est présent dès les premières notes. Je pense que vous allez le reconnaître tout de suite. Ce thème, il va vous filer des frissons. Jurassic Park. Voilà, donc comme l'a si bien dit Raphaël à l'instant, effectivement, il s'agit bien de Jurassic Park. Bien joué, c'est d'ailleurs pour ça que je suis très très triste que Mika ne soit pas là avec nous aujourd'hui, parce que c'est c'est une un petit peu dédicace. son film à lui, donc spécial dédicace à toi Mika pour Jurassic Park. Donc là vous voyez vraiment dès les premières secondes, bam, solo de corps, pam 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 pam, tout Bah, le en tout monde cas, le connaît, John Williams cette petite l'utilise beaucoup introduction. finalement. C'est ouais, John Williams, de toute façon, c'est un auteur qui est très classique dans sa manière de faire. Quand Il c'est utilise épique, beaucoup il de met des corps, mais basses. de quoi? Quand c'est épique, il met beaucoup de basses. Et vous pourrez retrouver tous les morceaux copiés par John Williams le corps, avec ouais, la c'est ça. vidéo Mais c'est un instrument qui est pas souvent utilisé pour les basses, justement. C'est plus un instrument qui est utilisé pour sublimer parfois un petit peu l'ensemble. Plus que des basses, il est là pour ajouter un peu de la douceur, mais aussi un petit peu de l'épique. Mais pour l'épique, on y reviendra un peu plus tard. Je vous propose donc, pardon, de nous concentrer sur la douceur avec un thème que je pense que vous connaissez normalement, j'imagine, parce que c'est un film qui est quand même relativement connu. Oui, c'est Titanic. C'est vrai que sans la voix de Céline Dion, c'est moins bien, quoi. Du coup, je pense que vous l'avez reconnu, je crois avoir entendu Maxime en fond qui l'a dit. Oui, alors j'étais pas tellement en fond, mais oui, c'est Titanic. C'était effectivement Titanic, ouais, bien joué. Donc le thème principal de Titanic qui est joué en solo de corps. Petit fun fact, ça j'ai eu la chance de pouvoir le jouer un jour et c'est un très 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 beau thème en tout cas. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que voilà pour la douceur, mais qu'on parte un petit peu dans l'épique. Il y a un compositeur et en particulier sur un film qui a énormément utilisé du corps pour justement renforcer le côté un petit peu épique. Vous auriez une idée du film dont il s'agit ou pas? Oui, c'est quoi? Pas Howard Shore? Oui, c'est Howard Shore, effectivement, sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors, on va terminer un petit peu là-dessus, mais j'ai 3 morceaux à vous présenter pour le Seigneur des Anneaux. Là, pareil, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un jour le Seigneur des Anneaux complètement, et c'est incroyable à jouer, c'est incroyable à écouter. Le corps, il est utilisé partout. Je vous propose d'écouter d'abord le thème des méchants. Plus précisément, le thème d'Isengard.
voilà, c'est un thème qui est quand même relativement badass, le thème des Uruk-hai, Isengard, Saruman, tout ce que vous voulez, où vraiment les corps sont utilisés dans leur puissance grave. Là vraiment on est sur des basses, comme Ouais. disait Maxime tout à l'heure, des basses qui collent des frissons de ouf, si je puis dire. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans un ensemble d'orchestre symphonique, il n'y a pas un corps, il y en a 4. Et je peux vous dire qu'il y a 4 corps comme présents ici, qui jouent en même temps à l'unisson dans ce genre d'œuvre, ça vous colle des frissons extraordinaires. Dans le même genre, alors c'est pas vraiment le même genre, le corps est souvent aussi présent pour les thèmes de méchants. Vous avez une célèbre œuvre qui s'appelle Pierre et le loup de Prokopiev, et les 4 corps jouent le rôle du loup, et on est un peu sur la même chose, sur des sortes de basses un petit peu terrifiantes, un petit peu épiques finalement, qui vous collent des frissons, et on a presque l'impression de voir un véritable loup qui va dévorer, le petit Pierre. On était du coup sur le thème des méchants. Je propose maintenant d'écouter un thème relativement aussi épique, le thème du Rohan. Donc voilà, un thème qui est extrêmement badass. Donc on voit vraiment, alors même si c'est les cordes qui ont un petit peu la vedette au début, on entend le corps qui est au fond, qui après augmente, prend la place, et ensuite la laisse finalement à l'ensemble de l'orchestre. Donc encore une fois, un instrument qui sert effectivement de lien entre tous. Et enfin, je propose d'écouter un dernier thème, qui est un thème qui est également extrêmement important, et un thème qui est très souvent joué aussi au corps dans le Seigneur des Anneaux, et je pense que vous allez le reconnaître. Ouais. C'est parti. C'est la communauté de l'anneau, c'est le thème principal. Et donc du coup je pense que vous avez reconnu ce thème qui est fantastique et qui vous a tous collé des frissons, j'imagine. Tout à fait, c'est le thème du Gondor. C'est le thème du Gondor, effectivement. Donc voilà, un thème fantastique que je pense tout le monde apprécie et qui est ici du coup joué avec plusieurs corps. Voilà, alors ce n'est ici cité que quelques exemples du corps, il y en a bien sûr partout dans ce qu'on appelle la musique savante de manière générale. Donc la musique savante, c'est la musique qui est bien symphonique, tout simplement, depuis que le corps existe. J'espère que cette petite chronique musicale vous aura plu et que vous en saurez plus à présent sur un instrument qui est injustement méconnu et trop souvent confondu avec de la trompette. Voilà, en tout cas merci à vous pour votre écoute les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, car je suis aussi ici pour y répondre. C'était bien. Oui. Là en fait j'ai pas vraiment de questions. Pour moi il faisait partie des cuivres, mais indifféremment je les voyais. Enfin, je les entendais toujours plus ou moins ensemble, donc je disais que les cuivres c'était un tout, qu'il y avait de rares solos, mais tu m'as prouvé le contraire. Oui, c'est un peu le principe, c'est que c'est un instrument qui est souvent, en fait souvent quand on l'entend, on sait que c'est un cuivre, mais on sait pas forcément que c'est du corps en fait qui est derrière, et je voulais un peu rétablir la vérité. Alors non pas que les autres instruments à cuivre sont pas bien ni rien, hein. Il y avait des solos de trompette qui sont incroyables. Moi je suis un grand fan de jazz. Le corps, on joue très peu de jazz au corps, on fait que la trompette ou au trombone à coulisse, mais justement je trouvais que comme je suis quelqu'un qui apprécie énormément le cinéma et spécialement aussi la musique au cinéma, c'est un instrument qui a sa place dans les opéras du 19e siècle et qui du coup par la suite et la force des choses
a eu également sa place dans les grandes œuvres cinématographiques, en fait, tout simplement. Eh ben écoutez, je vous propose que le fait de vous avoir bercé sur cette dernière chronique soit le mot de notre fin. Ça a été un plaisir de faire à nouveau cette émission en votre compagnie, messieurs. Plaisir Même si partagé. nous ne sommes que 3, vous voyez, on peut très bien tenir 1h30 d'enregistrement, et ça c'est bon, à savoir. Merci du coup à toi Raphaël, merci beaucoup à toi Maxime. Un plaisir partagé. Mais je vous en prie, et je vous dis à très vite tous les deux, et merci à vous également chers auditeurs. J'espère que nous allons vous revoir très très vite sur notre chaîne. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner si vous le souhaitez, ou tout simplement à partager cet épisode, ça me fera énormément plaisir. Et si vous êtes un fan de corps, partagez également cet épisode à tous vos amis pour qu'ils sachent enfin ce qu'est réellement un corps. Merci à vous tous et à très vite. Je vous ai séché complètement, vous savez plus rien à dire. Non, mais en fait, Non, on c'est bon, a, la musique aussi. Tu apprécies. on a en fait suivi les trucs, et en fait, c'est que le premier truc, c'était Raph qui nous racontait une belle histoire, ça m'a un peu endormi. Ensuite, c'est toi, Marc, qui nous raconte du coup tout ça, ça m'a un peu endormi aussi. Donc en fait, j'ai tout donné pour ma chronique, et après, tu vois, genre, là, j'écoute, et voilà, ça me détend. Tu te laisses bercer par le son de nos voix au travers du micro, c'est ça ? Exactement, le son suave du corps. Voilà. Tant que tu as passé un bon moment, Maxime, c'est ce qui compte pour Raph et moi. Mais toujours en votre compagnie, très cher.